le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin et ceux dont on témoigne, périssent les gens de l'Hudhud, par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. La riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est lui, certes, qui commence la création et la refait. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des armées, de Pharaon et de Tamoud? Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir, alors qu'Allah derrière eux les cerne de toutes parts. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette, auprès d'Allah. Ce soir, un exercice extrêmement difficile, qui consiste à parler de vous-même, bien entendu. Cela dit, vous venez de nous dire que vous aviez une vision différente des choses et que, par exemple, un certain nombre d'hommes politiques pourraient aller dans l'espace et ça leur ferait du bien, enfin, en quelque sorte, c'est ce que vous vouliez dire. Quelle est la vision? Alors, pour rappel, donc c'est parce qu'avant ça, il dit oui, il faudrait. Tu vois, c'est le même discours que Thomas Pesquet et les astronautes ils te servent aujourd'hui. C'est un discours très universaliste, moralisateur, etc. C'est que ils prennent conscience de certaines choses quand ils voient la Terre de loin. C'est n'importe quoi. Et donc, il faudrait que les hommes politiques aillent dans l'espace pour, tu vois, avoir plus de conscience, de paix, etc. sur Terre. Ils y sont dans l'espace, ils ont des satellites pour photographier la Terre, donc ils regardent une photo de la Terre de loin, puis peut-être que ça va les aider à arrêter de faire de la merde sur le monde. Non? Je sais pas, oui, mais il y a un bug là, il y a un gros problème. Vision différente que vous avez acquise. Alors, quelle est cette vision différente que vous avez acquise? Tu vois, lui, c'est le journaliste, vraiment, il pose que des bonnes questions pendant l'interview là. Des journalistes comme ça, aujourd'hui en France, il n'y en a plus. Des vrais mecs objectifs, factuels, concrets, qui vont au bout des choses, qui insistent sur les questions, qui veulent savoir, qui veulent comprendre. Il n'y en a plus. Une philosophie différente? Bon, il est emmerdé avec cette question-là, parce que maintenant, très exactement, c'est quoi cette prise de conscience, etc. Vu que eux, ils t'improvisent ça, là, ça fait partie de leur gimmick. Ah, vas-y, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, les filles dans la station spatiale, elles font pipi comment? Elles font pipi sur le tuyau ou sur l'espèce de boîte de conserve aspirante, là? Concrètement, Thomas Pesquet, quand il a eu une bonne chiasse dans la station spatiale, hein, avec les gougouttes de merde en apesanteur, il fait comment pour se torcher le cul sur son chiotte? Ah bah oui, mais désolé de vous parler de ça, nous, ça nous fait marrer, c'est pour ça qu'on en parle. Mais de manière pragmatique, ça se passe comment? Ah bah parce que ça, ils en parlent jamais. Thomas Pesquet, quand il débarque du Soyouz, qu'il a fait 54 heures de voyage, Olivier Joseph, il a les couches pleines. À quel moment il les change, ces couches? Il sort du Soyouz, il est frais, il sent le savon, et il passe directement devant les caméras pour rassurer les familles et recevoir les ordres des pontes de la station. Des pontes de l'ESA, pardon. Va voir les séquences, Olivier Joseph. Tu vois, tu ne les as pas regardées attentivement. Donc c'est normal que pour toi ce soit réel tout ça. Tu n'as pas étudié la station spatiale. Nous, on l'a fait. En toute objectivité. Quand j'ai abordé la station spatiale, je ne savais pas si c'était vrai ou faux. J'ai fait ça en toute objectivité. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui n'est pas cohérent? Et à force de regarder, etc., j'y ai vu que des incohérences. Peut-être. Et si j'avais été le seul gogol là, illuminé là, sur Terre à avoir vu ça, tu pourrais te dire, oh, le mec là, il faut qu'il aille voir un psy. Mais on est des millions sur Terre, des millions à avoir compris l'arnaque. De nombreuses personnes pourraient penser, comme je l'ai fait moi-même, que lorsque l'on regarde la Terre de très loin
et qu'on voit à quel point elle est petite, minuscule, dans les cieux, on peut... Alors, ça aussi, c'est énorme. À quel point elle est petite, minuscule. Donc, un mec qui a été sur la Lune qui te dit ça, déjà là, désolé, hein, quand t'es sur la Lune, la Terre, elle n'est pas petite, minuscule. Elle est grosse. D'accord ? La Lune, depuis la Terre, tu la vois pas petite, minuscule. Tu vois la Lune. Bon, la Terre étant plus grande que la Lune, quand tu es sur la Lune, tu vois pas la Terre petite, minuscule, comme une tête d'épingle. Donc, que lui te sorte ça, c'est déjà une aberration. Mais quand tu as des astronautes dans la station spatiale à 400 km d'altitude qui te servent le même discours, on voit la Terre toute petite, là, cette grosse bouboule qui tourne sur elle-même, ah bah putain, mais montre-nous-le sur les images qu'elle tourne sur elle-même. Olivier Joseph, il montre à une petite fille au milieu des champs, là, dans son télescope, que la station spatiale, elle fuse là, à une vitesse grand V, et puis quand eux, ils sont dans l'espace, c'est statique, il n'y a rien qui bouge. Pendant des heures, tu as le même point de vue de la Terre. Étonnant, non ? Dans ces moments, avoir le sentiment qu'il s'agit d'une partie de l'univers qui est somme toute tout à fait secondaire, tout à fait petite, sans importance. Mais personne n'a éprouvé ce sentiment parmi... Donc, la Terre est toute petite, sans importance. C'est exactement ce qu'ils veulent mettre dans votre conscience. De la même manière, ils veulent vous mettre dans votre conscience que vous, les êtres humains, vous êtes tout petits, insignifiants. Et que si demain le système veut éradiquer des millions de personnes via une guerre mondiale ou une vaccination de masse ou n'importe quoi d'autre, bah vous êtes insignifiants les humains. Vu que vous descendez du singe, vous n'êtes jamais que des bactéries sur cette terre. Mais ça, c'est la vision des satanistes, ça c'est la vision des eugénistes, ça c'est la vision d'Atali. Par contre, la vision d'un croyant, de quelqu'un qui aime la vie, de quelqu'un qui respecte la vie humaine, non, chaque être humain est important. Et aux yeux de Dieu, chaque être humain est important. Sinon, pourquoi il vous donnerait autant de temps pour vous changer vous-même ? Les membres de l'équipage avec lesquels j'ai bavardé, et le sentiment général, la conclusion que nous en avons tous tirée, c'était exactement le contraire, que parce qu'elle est petite, parce qu'elle est si éloignée, la Terre prend tellement d'importance pour nous. Et... Alors, ça, c'est un gros discours d'hypocrite, et tu vois bien la sale gueule d'hypocrite qu'il a quand il te sort ça. On dirait Maxime Nicole en train de parler des frigos bien remplis des gilets jaunes. Hein. Cette autre arnaque du mondialisme, Maxime Nicole et ses copains, Drouet, Boulot, Branco. Donc, c'est insignifiant, mais justement, parce que tu la vois toute petite, minuscule, tu prends conscience du fait que c'est précieux, etc. Mais c'est de la poésie, ça, c'est pas de la science. Olivier Joseph, c'est un poète, ton astronaute, là. C'est pas un scientifique. Qu'elle est une chose tellement fragile qu'elle exige le meilleur des efforts que nous pouvons les uns et les autres déployer pour la protéger. Parce que pour la protéger, tes connards de la NASA, ils carburent des fusées, ils carburent tout, des trucs, du matériel, machin, ils polluent, ils font fonctionner des générateurs électriques à gogo, machin, ils consomment en masse, et quand tu as conscience de la supercherie, et putain, c'est le discours qui te serve, là, moralisateur, écologique, etc. Oh, putain de merde, c'est comme si t'avais Joe Biden qui venait te dire qu'il veut te retirer tes gosses parce que tu veux pas les faire vacciner, alors que le mec il s'en encule toutes les semaines des gosses lui. Hein. À partir de maintenant. Tu sais pas qui c'est Joe Biden, Olivier Joseph ? Mais putain, mais renseigne-toi un peu sur le monde, intéresse-toi un peu à autre chose que ce que tu vois à travers ton télescope justement. Non, c'est le seul foyer confortable que nous ayons tous, et il faut faire de notre mieux pour le sauvegarder. Bon, et ben alors, arrêtons d'envoyer des fusées pour faire nimp, arrêtons d'alimenter une station spatiale qui n'est qu'un studio de cinéma à Los Angeles ou je sais pas où, personne ne va dans l'espace, et arrêtons de dépenser des milliards pour aller sur Mars. Dépensons ces milliards-là pour sauver les enfants de la Terre, sauver les forêts, et puis faire des choses positives et constructives pour l'être humain sur Terre. Dans le respect de l'ordre naturel des choses, et des harmonies de la nature. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué ça, les gens. Dès que vous vous séparez des harmonies de la nature, vous devenez malade et vous mourrez. Alors que ceux qui vivent en harmonie avec la nature, ils vivent heureux, innocents et longtemps. Et en très bonne santé.
SVP. Eh bien, nous nous intéresserons maintenant aux modifications qui ont pu être apportées. Et d'abord... Et t'iras voir Olivier Joseph et compagnie, hein, les questions qui sont posées par SVP, c'est-à-dire les gens qui rapportent les questions des auditeurs, des téléspectateurs. Et les gens, ils se posaient des sacrées bonnes questions à l'époque, hein, et ils remettaient vachement en question ces mecs-là. Hein. Ils y croyaient pas. Ils disaient, 10 ans après, il y avait des gens, tu vois, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de complotistes ou je sais pas quoi, mais il y avait plein de gens qui disaient des trucs pas cohérents, il y a des trucs qui coincent là dans son discours. Il y a des trucs... on n'y croit pas. Honnêtement, Olivier Joseph, leur petit module lunaire là, il est blindé. Il est blindé de rien du tout. Et alors surtout, la propulsion dans le vide. Oh là là, alors ça, faut qu'on en parle. Savoir si, Monsieur Armstrong, si vous avez eu des effets secondaires au niveau de votre santé, si des études avaient été faites avant et après votre voyage et si des modifications ont été constatées, des modifications physiologiques, pardon. Oui, oui. Il y a eu des modifications dans l'organisme à la suite de... Alors, regarde bien ton menteur d'astronaute. On lui pose une question claire, simple, nette, précise. Regarde comment il va s'emmêler les pinceaux et comment le journaliste va le faire trébucher. Parce que là, il te dit bien... C'est l'organisme à la suite des changements dans l'organisme. Ok. De ces vols spatiaux, et plus particulièrement à la suite de ce que nous appelons l'apesanteur. Donc, c'est l'impesanteur qui provoque des changements dans l'organisme. Incroyable ça. Pourtant, il y a des mecs qui restent 6 mois, voire 1 an dans la station spatiale en impesanteur. Et ils se portent comme des charmes. Modifications se manifestent de diverses façons. Elles sont assez semblables, dans une certaine mesure, à ce que ressent un malade hospitalisé, alité pendant assez longtemps. Et les changements qui interviennent sont dus, pour leur plus grande partie, à l'apesanteur qui crée un sentiment particulièrement confortable et agréable pour l'organisme, puisqu'il n'a plus le sentiment d'un fardeau, d'une charge supportée par l'organisme, et en conséquence, le système cardiovasculaire d'autres organes deviennent paresseux. Ils n'ont... Voilà. Donc c'est soi-disant pour ça qu'ils font du sport dans la station, mais quand tu demandes aux astronautes de te décrire la journée 1 fois sur 2, ils oublient de te parler de la séance de sport, parce qu'ils la font pas dans le réel. Et puis surtout au niveau du système vasculaire, cardiovasculaire, et surtout au niveau du système digestif, c'est pas en faisant du sport toute la journée que tu réussis à contrecarrer les effets de l'impesanteur. Comment ils digèrent dans la station spatiale, puisque il n'y a pas de poids qui appuie sur le pylore de l'estomac pour continuer le processus de digestion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des exercices de yoga, tes astronautes? Bah non, absolument pas. Ils te mentent. Plus envie de travailler. Ils n'ont pas travaillé suffisamment durement, et au fur et à mesure qu'ils deviennent paresseux, qu'ils ne travaillent plus suffisamment, ils s'amollissent. Et ceci signifie que les cosmonautes, les astronautes, doivent travailler davantage, plus fortement, pour s'exercer, pour s'entraîner, pour pomper leur sang, pour que leurs muscles soient entraînés convenablement, de façon à ce que cette atrophie soit évitée. Et ces modifications semblent tout à fait réversibles. Une fois de retour sur Terre, au bout de quelques jours. Voilà. Alors, comment t'expliques Olivier Joseph? Va voir un peu certains astronautes. Alors, il y en a un, je sais plus son nom, c'est un gros chauve comme ça, etc. Le mec-là, désolé, il n'a pas la condition physique pour supporter ces conditions de vie. Pourtant, le mec-là, bah, il est astronaute. T'as des vieux comme astronautes. Normalement, il devrait y avoir que des jeunes. Pareil, incohérence. Au bout de quelques semaines, nous avons totalement récupéré, nous sommes revenus à la normale.
Et ceci s'est avéré exact même après de très longues périodes dans l'espace, quoique plus sera long le vol spatial. Alors, des très longues périodes dans l'espace. En 1979, il y a eu quoi comme très longue période d'humains dans l'espace? Aucune. La plus longue période qu'il y a eu, c'est des mecs qui ont été sur la Lune et qui sont revenus. Donc qu'est-ce qu'il y a eu comme plus longue expérience dans l'espace en 79? La station Skylab, d'accord? La station Mir, ouais. Ben, va revoir les images de ta station Skylab. Les mecs prennent des douches dans la station. Des douches, ouais, va voir. Ils ont une espèce de rideau de douche comme ça, un cercle, tu vois, ils le montent et les mecs prennent des douches en apesanteur. Incroyable. Pourquoi ils font pas ça en 2020 là dans la station spatiale? Pourquoi ils se lavent à la lingette comme des pouilleux là? Songe entre autres à l'expérience de... Et puis surtout, la grosse question qui se pose, c'est les mecs qui nous vendent Mars, mais qu'ils aillent déjà sur la Lune, putain, si c'est tellement facile d'y aller. Oui, mais ils ont pas les budgets. Et c'est pas un argument ça, ils ont pas les budgets. Bien sûr que si, ils les ont les budgets. 120 milliards pour la station spatiale. Tu vas combien de fois sur la Lune avec ça? Donc, votre NASA, votre ESA, vos astronautes ont tous collaboré à la plus grande supercherie de l'histoire. Nos collègues soviétiques et notre expérience de Skylab, plus, disais-je, le vol spatial est long et plus ces caractéristiques, ces symptômes de modification seront marqués. Oui, mais vous dites qu'au bout d'un certain temps, il y a un retour à la normale. Yes. Absolument, bon. Oui. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, 10 ans après, vous subissez toujours des examens de contrôle, par exemple, pour voir s'il y a des transformations quelconques au niveau physiologique? Oui, oui, bien sûr. Cela fait partie de notre programme et nous devons être examinés. Bon, Olivier Joseph et compagnie, vous avez fréquenté des humains dans votre vie, vous avez fréquenté des gens honnêtes et vous avez fréquenté des menteurs. Observe bien son faciès, ses mimiques, sa manière de parler. Ce mec-là, c'est pas un mec honnête. Ça, appelez des psychologues, des gens qui sont spécialisés dans le langage non-verbal, etc., ils viendront vous confirmer la même chose. Ils l'ont fait sur des politiciens, pour vous dire à quel moment vos politiciens vous mentent, à quel moment ils disent la vérité, etc. Qu'on fasse la même analyse sur les astronautes, et vous verrez bien que ces mecs-là vous mentent 90% du temps. Médicalement, chacun des membres de l'équipage subit un examen médical une fois par an. Les données sont cumulées. Nous pouvons ainsi disposer de l'anamnèse de chacun des membres et savoir si ces renseignements se corroborent, s'ils sont imputables à l'expérience soit pendant les préparatifs, soit pendant le vol proprement dit. Et jusqu'à présent, je sais pertinemment qu'on n'a pas trouvé de corrélation de ce genre. Mais peut-être y en aura-t-il. Tu te rends compte ? Chez aucun des astronautes, non seulement chez vous, mais chez tous ceux qui ont participé aux différentes missions Apollo. On n'a pas trouvé de changement durable. Pas à ma connaissance. Et au niveau psychique, au niveau mental. Donc, les mecs ont été sur la Lune. Donc là, ils sont sortis des ceintures de Van Allen. Donc ils se sont pris de la radiation plein pot. Quand les mecs allaient soi-disant à Tchernobyl là, pour réparer les dégâts, ou à Fukushima pour réparer les dégâts, ils avaient quoi pour se protéger des radiations, les mecs ? Des combinaisons d'astronautes ? Si vous voulez, est-ce qu'il y a eu des changements, des problèmes ? Eh bien, ça c'est un peu différent. La situation est quelque peu différente. Tout à fait. Nous avons connu un certain nombre de... Comment dirais-je ? Alors là, il lui parle de troubles qui pourraient être durables, tu vois, chez certaines personnes, dus à la fameuse impesanteur. Regarde sur quoi il va dévier, lui. De cas psychiques. Quelques-uns, disons. Des difficultés psychologiques. Des difficultés psychologiques. Conséquemment au fait d'être allé dans l'espace. Putain,
Donc il y a des mecs, l'impesanteur d'être dans le vide, dans l'espace, d'avoir participé à un voyage suicidaire, comme ça a été le cas pour aller sur la Lune. Et je te rappelle, Olivier Joseph et compagnie, que quand ils étaient sur la Lune, ils ont téléphoné à Nixon, il y avait 0 décalage. 0 décalage. Pourtant, va voir ce qu'on avait analysé déjà, ce qui était l'intervention de Jules Grand-Cyr, un des responsables de l'ESA, qui fait une petite émission avec des enfants. Il t'explique très clairement que la station spatiale, le signal, il passe par un satellite à 36 000 km, il redescend sur Terre, il retourne sur un autre satellite à 37 000 km, ça passe par la station, il y a tout un parcours, ce qui fait qu'il y a en moyenne entre 9 et 11 secondes de décalage. Pourtant, eux, quand ils étaient sur la Lune, avec les moyens rudimentaires de l'époque, ils téléphonent à Nixon, et là, transmission claire, nette, précise, pas de décalage, rien du tout. Putain, mais comment on peut encore avaler ces conneries-là, sérieux, et avoir l'orgueil de se prétendre scientifique, et avoir l'orgueil de prendre les platistes de haut, et avoir encore en plus la méchanceté et la malveillance de vouloir leur retirer leur gosse. Mais putain, ouvrez les yeux, analysez les choses, bordel. Parce que là, c'est à vos gosses, à vous, que vous faites bouffer de la merde. C'est comme si vous les ameniez au McDo tous les jours. C'est comme si vous les foutiez devant BFM TV H24. Ou devant des Walt Disney à la con, là. Qui sont apparus. Néanmoins, nous ne sommes pas au clair, tout au moins à ma connaissance, sur l'origine de ces situations. Est-ce le résultat du vol spatial lui-même? Il semblerait plus vraisemblablement que c'est... Alors, ils sont pas au clair, tu sais, mais regarde comment il t'embrouille, il te dit nimp. Il lui pose une question précise. Des problèmes psychologiques, physiologiques dus au vol spatial. Nous ne sommes pas au clair, on n'est pas très sûr, mais vraisemblablement, écoute bien, c'est le résultat des pressions qui se sont exercées sur le sol, sur Terre, après le vol. Donc, les pressions qui se sont exercées sur Terre après le vol. Tu te dis, bon, bah, les mecs, ils ont été dans le vide, ils sont revenus à pression 1, tu vois, 1 bar. Et du coup, c'est ça qui a causé des troubles. Non, non, pas du tout. Écoute. Vous le savez, l'organisme est soumis à un certain nombre de pressions qui s'exercent et tout ce... Alors, l'organisme subit différentes pressions. Donc là, on s'attend à ce qu'il parle des pressions atmosphériques, des pressions du vide, enfin, tu vois, des choses concrètes. Cela est caractéristique, bien sûr, de toutes les personnes qui ont vécu ce genre d'expérience. Vous parlez de quel genre de pression? Je songeais... Tu sais, là, il sait pas. Il est paumé, en fait, tu vois. Là, il improvise, il invente. Et quel genre de pression exactement? Je ne sais pas. Il sait pas. À des demandes de toutes sortes qui vous sont adressées, on vous demande de participer à tel ou tel programme, à telle ou telle émission. Tu te rends compte? C'est ça, les pressions qui leur font péter des câbles à certains, etc. Les sollicitations médiatiques. On vous demande de participer à ceci, à cela, à machin, etc. Forcément, c'est des agents de propagande. T'as déjà vu une super production hollywoodienne? Ils te font le film et après les acteurs, ils vont à droite, à gauche, ils font le tour de tous les journaux, de tous les plateaux de télé, etc. pour vendre le film. Eux, c'est ce qu'on leur demande de faire tout pareil. Et au bout d'un moment, vu qu'en plus eux, ils sont obligés de tenir un gros mensonge, il y en a, ils pètent des câbles. Et là, il est en train de te le dire clairement. À telle entreprise de bienfaisance, on vous demande de répondre à d'innombrables lettres, à des appels qui émanent des universités. On vous demande de répondre à des lettres. Mais qui leur demande ça? Les responsables des agences spatiales qui leur disent « Oh, maintenant que tu es notre acteur dans notre super production, tu vas répondre aux lettres, tu vas aller répondre aux interviews et puis tu vas faire tout le boulot. » Voilà, on leur demande de faire ça. Oui, mais c'est pour expliquer aux gens, leur expliquer le spatial pour qu'en 2020, il n'y ait pas des connards de platistes qui remettent tout en doute. Mais déjà en 79, il y avait des connards qui remettaient tout en doute. Et puis, là, regarde comment il te dévie le sujet. On part de conséquences sur la physiologie des gens, sur l'organisme. Et lui, il te dévie le truc sur le fait qu'ils sont extrêmement sollicités et puis que c'est ça qui leur ferait péter un câble. D'accord, donc c'est ça les pressions. D'accord. Universités, des académies, des organismes religieux, d'entreprises de bienfaisance, comme je l'ai dit,
d'industriels. Et il faut tenir compte de toutes ces pressions qui s'exercent sur la personne. Que sont devenus en général les astronautes? Que font-ils maintenant? Bon, alors ça, on l'avait déjà fait, on va le passer, donc tu pourras le regarder. Hein. Donc en fait, il dit que sont devenus les astronautes. Ben, ils sont tous soit enseignants, soit ils bossent pour la plupart dans les agences spatiales, etc., etc. Regarde la gueule qu'il fait. Alors, pareil, quand ils sont allés sur la Lune, ils sont revenus, ils ont fait une conférence de presse, hein, ça pareil, hein, j'ai déjà dit 5 fois. Il y a un journaliste qui leur pose une question, qui leur dit, mais vous auriez dû, est-ce que vous pouviez, enfin les étoiles que vous étiez censés voir depuis la Lune, ça devait être un spectacle magnifique. Et eux, ils te disent, je me rappelle plus trop, tu sais, ils sont plus sûrs d'eux, alors que ça devrait être imprimé dans leur mémoire. Mais pourquoi? Parce qu'ils mentent, donc ils sont pas sûrs d'eux. Et ils te disent, oui, non, on voyait pas les étoiles. Et il se tourne vers un de ses collègues, et le collègue, il lui dit, oui, je confirme, on voyait pas les étoiles. Putain, le journaliste, il hallucine quand il entend ça. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Et ils n'ont pas été exposés au soleil H24 tout le temps. Quand Thomas Pesquet, il est en train d'intervenir sur la station ISS, pareil, il te dit, on voit les étoiles, ça scintille, ça brille, c'est merveilleux. Mais il te dit, mais on n'arrive pas à les prendre en photo. Mais comment c'est possible, ça? Toi, depuis la Terre, tu prends un appareil photo à la nimbe, tu es capable de photographier les étoiles. Eux, ils sont dans l'espace, en dehors de l'atmosphère, ils sont du côté obscur de la Terre, soi-disant, et ils te disent, on voit les étoiles, elles scintillent, mais pour les prendre en photo, c'est impossible. Putain, mais comment on peut gober des choses pareilles? Je continue à travailler avec l'agence, c'est John Young. Alors, ça, il y a des mecs comme Citoyen Circonspect, là, le gars qui m'a envoyé plein de mails, là. Il me dit, ouais, mais si, t'as qu'à aller voir, c'est facile à trouver, en 5 minutes, tu trouves des photos des étoiles vues de l'espace. Mais putain. Alors, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mais toi, tous les liens qu'il m'a envoyés, c'était NASA, 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 NASA. Je dis, mais putain, on est en train de t'expliquer que ces gens-là te mentent, et toi, pour me donner des preuves qu'ils ne mentent pas, tu te sources chez les menteurs. C'est comme si tu allais voir Macron pour lui demander la solution au virus, alors que c'est lui-même qui participe à un plan pour faire en sorte qu'il y ait une psyop au virus en France. C'est comme si tu allais demander à Macron ce que veulent les gilets jaunes. C'est énorme. Par exemple, qui était un de mes collègues dans la même classe d'astronomie, et il était astronaute de la même promotion, il est venu à Houston en même temps que moi. Le commandant du premier vol de navette sera probablement ce garçon. Cette année, en fin d'année, ou peut-être au début de l'année prochaine, il y a un certain nombre de personnes, comme Alan Bean, par exemple, qui a fait partie de notre programme, qui sont toujours à l'agence. D'autres sont partis vers d'autres horizons professionnels. Le plus grand pourcentage d'entre eux travaillent dans l'industrie, en règle générale, comme directeurs généraux, comme cadres supérieurs dans différents... Voilà, directeurs généraux, cadres supérieurs, etc. Ah bon? Bah oui. Ouais. La mafia du spatial. Bon, ça on va passer, on l'a déjà fait. Si vous voulez, une occasion extraordinaire, exceptionnelle. Et la plupart des gens ont le sentiment que le programme a été mené à bien avec succès, convenablement, et que nous tous qui y avons participé avons eu... Alors, ils ont l'impression que le programme a été mené à bien convenablement. Bah, vu que t'es revenu de la Lune, forcément. Mais de quoi ils parlent là, en fait? Bah, du gros mensonge qu'ils ont réussi à faire gober, en fait. Notre rôle à jouer. Il a existé beaucoup d'enthousiasme, surtout parmi les jeunes. Et je suis très encouragé par ce sentiment, par ce fait qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui s'intéressent beaucoup aux activités spatiales. Bah, ils font tout pour. La propagande, les années 60. Putain, mais tout a été fait pour. Les jeunes, vous le savez... Les modes, la tendance... ont un sentiment d'enthousiasme, ils veulent participer à quelque chose, pensent que l'espace appartient à notre avenir, et je crois que c'est un raisonnement parfaitement sain. Voilà. C'est un raisonnement parfaitement sain de croire à notre mensonge. Et c'est un raisonnement parfaitement sain que les jeunes soient intéressés par le spatial. Mais putain, ils ont sorti Star Wars, tout en même temps, ça a été une propagande. Une manipulation des consciences. Mais vous croyez que ça date que de ce siècle-là qu'ils manipulent les consciences?
Mais l'ère moderne n'a été qu'une manipulation des consciences pour inciter les gens à rentrer en guerre, inciter les gens à détester l'allemand, inciter les gens à détester le juif, inciter les gens à détester le nègre, inciter les gens à détester le chinois. Mais putain, mais tout est fait pour manipuler les consciences. Ça fait des décades et des décades que ça dure. Tout à fait valable. Cela doit nous inspirer. Et c'est, je crois, une réaction qui est fort bonne. Voilà. Et incontestablement, Donc il croit. Il est dans la croyance. Il est dans la croyance. Donc tous ceux qui sont fans de la NASA, etc., et de leurs astronautes, vous êtes dans la croyance. Donc ne venez pas nous parler de la religion, etc. Ça, c'est une science. D'accord ? C'est une étude des textes, une étude de l'histoire, une étude des choses réelles. Ça, c'est de la croyance. Donc ceux qui opposent science et Dieu, ben, vous êtes dans le fanatisme, vous êtes dans l'obscurantisme. Allah a toute science. Le Créateur, le Tout-Puissant, toutes les harmonies qui ont été créées sur Terre, c'est une science. Eux, c'est de la croyance. les astronefs de demain auront besoin de jeunes enthousiastes de ce genre pour faire le travail en question. SVP. Pour des modifications, est-ce que les astronautes ont eu des enfants après leur retour sur Terre? Voilà, bon ça on avait déjà fait aussi. Est-ce que les enfants sont normaux, etc. Machin. Oui. Alors je crois qu'il y en a qui ont eu des enfants. Enfin, pareil, ils blablatent. Mais pareil, hein, si vous vous êtes fait irradier les couilles parce que vous étiez en dehors des ceintures de Van Allen, ah ben, on vous souhaite que vos enfants soient normaux, mais il y aurait de quoi vraiment s'inquiéter pour vous en fait. Parce que nous, les enfants de platistes, ils vont parfaitement bien. Ils sont en bonne santé, ils sont bien éduqués, ils cartonnent à l'école, et puis ils s'intéressent à plein de choses, ils font de la musique, tu vois, ils font des arts, tu vois, ils sont dans la nature, ils s'occupent d'animaux, etc. Ils vont parfaitement bien, nos enfants. Donc pourquoi vous voulez nous les retirer juste parce qu'on ne veut pas accepter de gober cette énorme supercherie? Mais vous êtes des malades, les Olivier Joseph et compagnie. Oh. C'est à vous de vous calmer, hein, c'est pas à nous, hein. Valentina Tereshkova, on le sait très bien qu'elle elle a eu l'enfant de l'espace. Enfin, c'est elle qui a trouvé cette formule. Et à ma connaissance, Quoi? Attends, c'est quoi cette histoire? Ça, on n'a pas fait Valentina ça. Tereshkova, SVP. Ont eu des enfants? Yes. la réponse est oui. Several. Plusieurs. Un Jim McDavid, par exemple, c'est un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit. Il a eu un enfant après le vol, et bien sûr, dans l'Union soviétique, Valentina Tereshkova, on le sait très bien qu'elle elle a eu l'enfant de l'espace. Enfin, c'est elle qui a trouvé cette formule. Et à ma connaissance, les enfants se portent bien. Ils sont des enfants tout à fait normaux. Attends, ça veut dire quoi? L'enfant de l'espace, elle l'a conçu dans l'espace? Elle a accouché dans l'espace? Ça veut dire quoi ça, l'enfant de l'espace? Autre chose? Oui, on nous demande si l'équipe d'Apollo 11 s'entendait bien. On nous parle de la frustration que Collins a dû éprouver alors que ses deux compagnons ont marché sur la Lune et que lui n'a fait que les recueillir et les ramener sur Terre. Bah ouais, grave. Parce que le mec, il aurait pu dire, eh oh, moi aussi j'ai envie de marcher au moins 2 minutes sur la Lune. Attendez, j'ai fait tout le voyage, j'ai pris tous les risques, on est arrivé vivant sur la Lune. Tiens, remplace-moi aux commandes et puis moi je vais marcher sur la Lune et je reviens. Mais ça, c'est pour le mythe, ça. Ça fait partie de leur histoire. Pourquoi est-ce que M. Armstrong a été choisi et est-ce que le second sur la Lune n'a pas lui aussi été frustré? Et surtout, la question qu'il faut se poser, et qu'il faudra poser à Thomas Pesquet, c'est est-ce que Thomas Pesquet n'a pas été frustré de devoir tout tourner en studio, alors qu'au départ, je suis sûr qu'il était persuadé qu'il irait vraiment dans l'espace. Mais au bout d'un moment, on lui a dit, bah non, Gaillard, tout se fait en studio. Après, qu'est-ce qu'ils lui ont donné comme raison valable? Moi, je pense qu'ils leur ont raconté que oui, il se passe des trucs dans l'espace, le public doit pas savoir, et puis on tourne tout en studio. Interrogez Thomas Pesquet, posez-lui les vraies questions. Quand Jamel Debbouze a posé la question à Thomas Pesquet de lui dire, bon alors, Thomas, la Terre est plate. Jamel Debbouze qui pose la question là à Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, il fait une pirouette. Lui, il fait une vraie pirouette, Thomas Pesquet.
pour pas répondre à cette question-là. Mais maintenant, allez poser les vraies questions concrètes, techniques, factuelles, précises, rigoureuses, exigeantes et objectives à Thomas Pesquet et vous allez le voir dégouliner sur place. Vous voulez qu'on le fasse ? Mais on demande que ça. Ramenez-nous Thomas Pesquet en live, il est confiné chez lui, il a que ça à foutre. Qui vienne faire un live avec les connards de platistes, on lui posera les 3-4 bonnes grosses questions qui vont le fracasser et vous le verrez devant vous en public dégouliner sur place. Ramenez-nous Maxime Nicole et Macron qu'on les interroge sur le nouvel ordre mondial et leur plan obscur et vous les verrez déboîter sur place. Vous voulez qu'on vous sauve la France ? Mais vas-y. On demande que ça, nous. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on vous le propose. Oui, mais non, ça va prendre du temps, encore 10 ans, et puis on va pas labrer, et puis oui, mais le CNT, on sait pas trop, oui, mais oh, on va discutailler encore, et puis il y en a qui sont pas sûrs, qui sont mal informés, qui doutent, qui sont tièdes, la chiasse. Mon gars, quand tu auras le nez dans ta guerre mondiale, et puis que tu auras ton vaccin de force, et puis qu'on viendra te kidnapper tes gosses à la maison pour les vacciner de force, faudra pas pleurer. I've talked to Mr. Collins. Hey, when you can act like you don't see until everybody free, well nobody really free then. Today are you, tomorrow me, but you still cannot agree while Mother Nature get a beating. Hey, is there no limit to the greed, or to the air where we are breathe, or the water them receding? Then spirituality